Faire mode a toujours été ce qu'on a reproché au cyberpunk. Critique que l'on rattache à l'esthétique du genre qui tend à vouloir être graphique, choquante et politiquement incorrecte, jugée malheureusement parfois pour pas grand-chose. L'histoire des objets de la littérature nous a dirigés vers un symbolisme omniprésent qui voudrait que chaque élément avec quoi interagisse un personnage doit forcément signifier quelque chose. Si un objet est vide de sens, on a tendance à pointer du doigt l'inutilité, ou alors cette idée de faire mode, en mettant en scène un truc cool, qui n'aurait comme réelle implication que d'exister par lui-même. Il est évident qu'on ne peut nier la symbolique derrière un monde où le corps humain devient objet de marchandise et de modification à l'extrême. Là nous est proposé avant tout une anticipation de l'évolution de la science sur la chair. Mais en revanche, à l'échelle de l'individu, le bio et cyberware que portent les personnages sont majoritairement dépourvus d'interaction. Quelqu'un pourra avoir une jambe de chrome, sans que le pourquoi du comment soit expliqué. C'est comme si nous avions devant nous une critique uniquement sociale, qui oublierait que son échelle fictive se place dans le point de vue d'un humain et pas seulement d'un groupe. Mais le cyberpunk est-il vraiment régi par une banalisation de la modification corporelle ? N'a-t-elle pas une valeur heuristique au service d'un tout plus grand, en étant plus qu'un genre qui vaudrait le détour ? Dit plus vulgairement, quel est le rôle du corps dans cette société anticipatrice ? C'est ce que nous verrons progressivement à travers les œuvres qui ont fait faire l'essor du genre dans les années 80, en s'interrogeant d'abord sur l'image du corps et de l'humain qui y est représenté. Dans les rues crasseuses d'un futur proche, éclairées des néons des enseignes de pub, l'homme est sujet à une modification à foison. On achète des prothèses comme on choisirait quelle écharpe on voudrait porter. Et on se ferait des implants et injections comme une morning routine pour une vie plus saine. L'héroïne Molly Million de Neuromancien nous montre fièrement ses verres miroirs incrustés, fixés dans l'arcade sourcilière qui lui confère la vision nocturne, mais qui est totalement institutionnalisée, légale et répandue. D'autres se feront greffer des caméras à la place des yeux, soit pour combattre un dysfonctionnement, soit pour améliorer la vision, comme Bateau dans Ghost in the Shell. C'est ce qu'on appelle le cyberware, une greffe mécanique sur un corps de chair. Le genre n'est néanmoins pas simplement rempli de ce type de modification, car il y met en scène au même rang la notion de bioware, des greffes organiques. L'humain à 6 bras n'est donc plus un fantasme dans le cyberpunk, que ses bras soient mécaniques ou organiques, greffés ou développés in vitro, ainsi que par d'autres moyens plus absurdes. Ce qu'on observe, c'est que les modifications ne vont pas simplement modifier le corps. Certaines en modifient également l'esprit. Il est assez répandu de voir des petites puces que l'on place derrière l'oreille pour nous transmettre du savoir immédiat, tel que parler le japonais ou apprendre le kung-fu comme dans Matrix. Akira avait exploré cette thématique à travers l'utilisation de drogues qui nous rendraient plus intelligents ou nous conféreraient des pouvoirs divins. Mais combien ces drogues étaient performantes, elles ont modifié le corps en répercussions. Ce qui est intéressant avec ces implants, c'est qu'on ne s'arrête pas à une simple transformation de surface physique ou intellectuelle. Elles permettent la projection d'une subjectivité dans des mondes virtuels. L'homme sort de son corps pour aller vivre ailleurs. Prenons l'exemple du camionneur de Snow Crash, qui n'est qu'une boule de chair dont les organes éparpillés sont reliés à son engin, le cerveau étant déposé sur le siège conducteur. Sa conscience se projette dans le métavers pour se câbler sur des caméras et sur un GPS performant qui lui permet de naviguer, quand bien même son corps peut être en lambeaux. Si cette personne arrive à de telles prouesses, c'est grâce à ce mélange entre réseau informatique et réalité virtuelle appelée cyberespace. Une zone uniquement informationnelle et ésotérique de stockage de données tant étatiques que multinationales, grâce à l'interconnexion des ordinateurs, des banques, des assurances, des individus, à l'échelle mondiale. Le cyberespace permet l'accessibilité à la conscience de n'importe qui et n'importe quoi, sans prendre en compte les distances qui séparent les corps informationnels ou physiques des entités. L'interface remplace la notion d'affichage et du besoin d'écran, car recréée par notre cerveau même via les modifications de la perception rétinienne. Des trods et des broches vont être là pour donner une représentation graphique et sensorielle de cet espace, proposant l'illusion à l'utilisateur d'avoir un corps, de pouvoir se déplacer et ressentir des choses. C'est pourquoi on profite de cette technologie pour recréer des espaces utopiques qui ressembleraient au vrai monde, dans lequel on se projette pour parcourir des plaines idylliques et nous faire oublier les problèmes du monde réel.
comme dans Compte Zéro, où l'héroïne a un rendez-vous d'affaires dans le cyberespace, dans une représentation picturale et embellie de Barcelone. Parlons aussi de l'héroïne de Mona Lisa s'éclate, dont la vie est retranscrite en live sur le marché de la SimSteam afin que les spectateurs puissent se plonger dans sa subjectivité, ressentir les stimulations des sens de Mona et avoir l'impression de vivre dans la peau d'une star. Le corps est alors sujet à une véritable désincarnation. On le laisse où il est, pour briser les barrières de l'espace et partir dans un monde purement informationnel où la pensée domine. Le cyberpunk offre alors aux individus d'avoir une substitution du corps sous forme d'avatar malléable à l'extrême dans le cyberespace. C'est dans ce lieu que l'on verra la naissance du monstre, au sens littéraire du terme, propre au genre, l'intelligence artificielle. Le point commun entre le golem, le Frankenstein ou les robots selon Philippe Breton est que l'on y projette les facettes de ce qui fait de nous les humains, ainsi que nos cultures. Le cyberpunk va lui aussi construire sa créature à notre image. L'intelligence artificielle prend racine dans le réseau, sans avoir besoin d'énormes calculateurs ou de serveurs. L'IA existe dans la totalité du cyberespace et sait revêtir autant de personnalités qu'elle souhaite. Cela nous rappelle inévitablement l'homme issu de la mondialisation qui doit être partout à la fois et savoir user des conventions sociales ainsi que l'art du discours s'il veut essayer de se démarquer. Cette interprétation du nouveau humain qu'est l'IA remplace les robots et autres créatures, car elle possède le propre de l'homme qui est de penser. C'est une entité d'information qui suppose que l'humanité ne se définit que par l'esprit. Plus humain qu'humain, pour être le slogan de l'homme modifié et de l'IA. Mais si l'entité artificielle se crée à partir de quelque chose de déjà existant, a-t-on trouvé un moyen de recréer l'humain dans le cyberpunk ? La littérature scientifique va vers une définition normative qui expliquerait l'homme par ses comportements, ses pratiques, ses objets et ses techniques. C'est le propre de l'ASF que de se baser sur cette littérature pour gagner en légitimité. Vu l'avancée croissante des nouvelles technologies, l'idée d'une définition normative facilement recréable, car observable, va être adoptée à outrance dans le genre. Le monde cyberpunk va chercher à contrôler les aspects de l'humain pour le rendre plus performant et optimisé. Ce qu'on a du mal à réaliser à l'échelle du XXIe siècle, c'est que les greffes d'organes, les implants, les modifications génétiques ne sont plus des buts à atteindre, c'est une réalité. L'optimisation du corps humain est une question qu'extrapole le cyberpunk, mais qui prend d'abord naissance dans un monde qui est le nôtre. Selon un chercheur du MIT, Minsky, en 2035, l'équivalent électronique du cerveau lui-même, grâce à la nanotechnologie, sera peut-être plus petit que le bout de votre doigt. Cela signifie que vous pourrez avoir à l'intérieur de votre crâne tout l'espace que vous voudrez pour y implanter des systèmes, des mémoires additionnelles. Alors, petit à petit, vous pourrez apprendre davantage chaque année, ajouter de nouveaux types de perceptions, de nouveaux modes de raisonnement, de nouvelles façons de penser et d'imaginer. Cette peinture de la science se fera approprier par le manga Gun, en mettant en avant les nanotechnologies comme étant au cœur de ce qui va redéfinir l'humain. Ce manga proposera une ville du nom de Zalem, peuplée de personnes dont le cerveau est entreposé en dehors de leur corps et remplacé par des petites puces. Des conflits éclatent alors entre ceux qui possèdent des puces et ceux qui possèdent un cerveau, dans l'objectif d'essayer de définir qui est le véritable humain. C'est de raconter des histoires de cyborgs. Donc c'était l'envie que j'avais depuis que j'étais au lycée. Après, on m'a conseillé de lire des romans de cyberpunk. Je pense que j'ai découvert en 1986 donc un peu l'univers de cyberpunk et on m'a conseillé de lire par exemple Neuromancer de William Gibson. Donc j'ai un peu
peu comme ça que j'ai découvert, mais ce n'est pas forcément le cyberpunk qui m'intéressait. Pour moi, le sujet le plus important, c'est le questionnement. Qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que l'humain? Et c'est parce que je veux montrer l'intériorité des êtres humains que je montre les machines ou tout ce qui est mécanique. La peur que l'homme sera remplacé par les IA vient du fait que l'on considère le cerveau comme un ordinateur, un tas de neurones qui agissent de concert pour nous faire penser, agir, désirer. Si nos connexions biologiques sont suffisantes pour nos besoins, qu'est-ce qui empêchera les connexions mécaniques de nous surpasser? C'est une question vaste que développer relèverait d'un léger hors-sujet. Néanmoins, il faut se concentrer sur cette vision très mécanisante de notre fonctionnement interne, car il sera au cœur de l'émergence d'une intelligence informatique globale, que l'on nomme cerveau planétaire, dans lequel chaque homme, à travers son utilisation d'Internet, fonctionnerait comme un neurone au service d'une pensée globale dépourvue d'espace et de temps. Nous ne serions que des composants d'une machine qu'on ne peut qu'influencer de façon minime, mais que même les mégacorporations ne pourraient contrôler. Que se passerait-il si l'on essayait de réguler cette conscience globale? De sortir de notre condition d'homme simple pour devenir des ouverts d'esprit qui pourraient comprendre le code de la planète? C'est la question que se pose l'univers de Matrix, de façon métaphorique et explicite, avec une planète littéralement machine, nourrie de l'être humain. La série Ghost in the Shell Standalone Complex mettra aussi en avant avec le rieur cette conscience informe qui naît dans les interactions que font les humains entre eux et les médias. Le rieur n'est pas un être physique. Il existe à force d'amalgames et d'extrapolations journalistiques de faits divers qui ont conduit à projeter une image populaire de quelqu'un de palpable et de réel, alors qu'il n'existe pas physiquement et consciemment. Plus simplement, on voit aussi une manifestation de l'esprit global dans Serial Experiment Lane, avec l'héroïne qui sera traitée comme une métaphore d'Internet. Elle se crée de la somme de ce qu'elle observe sur le réseau, et devient une conscience globale, étant représentée comme angélique, donc purement symbolique. L'homme, au sens le plus simple, n'est plus capable d'affronter une avancée si croissante, des exigences de productivité et de vivacité d'esprit qui pèsent sur lui. On évoque déjà des conditions climatiques désastreuses, une colonisation de l'espace, mais le corps, lui, ne possède plus la capacité de suivre. C'est dans l'objectif de mettre à jour la chair que 2 chercheurs de la NASA ont créé le cyborg. L'humain pourra dorénavant faire face aux conditions de l'espace en étant capable à la fois de coloniser, explorer, bâtir et se reproduire. Formé de la chimie, de la chirurgie et de l'électronique, le corps cybernétique subit une internalisation des outils qui aideront à sa survie. Gabriel entend par là que l'on ne donne plus à l'humain des outils extérieurs pour qu'il puisse faire face à divers problèmes. On ne lui donne plus des jumelles pour voir loin, on augmente sa vision. On ne lui donne plus de masque pour filtrer les radioactivités, on lui greffe un filtre incorporé au sein même du corps. L'homme fusionne avec la technique. Ce n'est plus le corps qui définit qui on est. Maintenant, on le modifie en restant soi-même. Et ça commence déjà aujourd'hui avec les pacemakers, les prothèses ou la médecine psychotrope, ce qui confirme que le cyborg n'est plus lié à l'espace. On a un besoin d'améliorer l'humain sur Terre. C'est ce que l'on voit dans le sport avec le dopage, par exemple. On ne veut plus être contraint par le corps, les distances, les émotions. On veut de lui qu'il soit flexible, efficace, compétitif, autodiscipliné. Et c'est cette dernière vision qui montre ce qu'on cherche dans le monde du travail aujourd'hui. L'économiste et futurologue Karin Frick nous dit d'ailleurs les mots suivants. La machine universelle qu'est l'ordinateur nous permet de plus en plus de nous libérer des contraintes matérielles, géographiques ou institutionnelles. Elle finira même par nous libérer des restrictions qu'impose un organisme fragile nécessitant des soins intensifs. Ce qui verra la disparition de nombreuses structures auparavant bien établies. Mais personne ne sait encore quels modèles de vie et de société auront le plus de succès. Devant nous s'ouvre une ère d'expérience et de surprise. On se dirige vers une cybergénération dont la vie deviendra une sorte de jeu informatique. Notre corps, équipé de vêtements intelligents et d'implants bioélectroniques, sera l'un des éléments d'un réseau qui nous fournira tous les ingrédients réels et virtuels nécessaires à une vie sur mesure. Encore une fois, pour évoquer l'internalisation des outils, on ne parle pas d'adapter des structures pour que l'humain soit plus performant au travail, grâce à une aide extérieure. Non, ici, on veut que l'humain s'autodiscipline, s'auto-coach, s'auto-responsabilise. On ne parle plus de guérir l'humain,
on l'améliore. Et dans cette histoire, est-ce que le cyberpunk dénonce ? Fait-il preuve d'une véritable dystopie à l'égard du corps ? On m'a dit plusieurs fois que certains étaient surpris de voir des œuvres cyberpunk être pour l'évolution des technologies, alors que selon eux, le cyberpunk devrait être uniquement dénonciateur par son caractère sale et politiquement incorrect. Mais le cyberpunk ne fait qu'user de la fiction pour mettre en contexte les nouvelles technologies, laissant juger le lecteur ou le spectateur si ces objets futurs sont vulgairement bien ou mal. Certains le sont, d'autres non, et le cyberpunk n'entre pas dans un manichéisme dénonciateur du futur. Le genre pose des questions, il s'interroge, et nous laisse libres d'user de notre sens moral. La vision du corps et l'esprit dans le cyberpunk est donc représentée autant comme atroce que dans une fascination de la chair. Le film Ghost in the Shell de Mamoru Oshii va justement confronter Motoko, l'anti-héroïne qui se voit limitée par son corps et qui voudrait que son esprit soit libre, face au Puppet Master, une intelligence artificielle dépourvue de corps, mais qui en désire un, car pour lui, n'être qu'un esprit empêche d'agir concrètement sur le monde. On n'assistera pas à une simple opposition ou dénonciation de quel point de vue est le meilleur. On aura la chance d'assister à une fusion des deux êtres, devant une nouvelle entité à la fois surpuissante par ses connaissances et concrète par son existence physique. Cette dualité du penchant pour le corps et de l'esprit oppose une vision descartienne et lorentzienne. Descartes suppose que c'est l'esprit qui définit le corps. On voit cette représentation dans Blade Runner avec Roy Batty, qui cite le philosophe en disant « je pense donc je suis ». Gibson, qui avait repris cette idéologie, s'était aussi basé pour créer le genre sur la représentation lorentzienne du corps et de l'esprit, dans la religion chrétienne qui voit le corps comme sacré, car notre esprit s'égare, mais le corps, lui, est toujours dans le juste. Ainsi, les personnages de Gibson ou dans le cyberpunk en général, comme on l'a vu avec l'exemple de Motoko et du Puppet Master, on observe à la fois un penchant pour le corps et un penchant pour l'esprit, montrant une dualité perpétuelle où les personnages ne savent plus quoi choisir. À la fin de Neuromancien, Case, le héros, est envoyé dans la représentation informatique d'une plage fantasmée où il revoit son ancienne amoureuse décédée. Il s'agit en réalité d'une technique de manipulation d'une IA qui cherchera à le charmer par cet espace plus réel que le réel lui-même et où Case peut vivre toutes les expériences sensorielles qui lui permettent l'illusion d'une sorte d'utopie au rabais où il revoit son ancien ami. Le cyberespace est là pour remplacer le corps, nous donner l'impression que l'on en possède un. Les auteurs de cyberpunk construisent cet endroit pour que l'homme dans le futur ait envie d'échapper à son corps, comme Case qui était plongé au centre de cette mise en scène. Il l'emportera sur l'IA en réalisant que le corps est une assise qui permet à l'individu de faire société. Le corps est la constitution de notre particularité, de ce qui nous rend uniques. Le corps est un socle sur lequel s'écrit l'histoire. Mais même s'il triomphe en faveur de l'existence physique, c'est l'ambiguïté d'un roman comme Neuromancien, et plus généralement du cyberpunk, qui crée l'intérêt du genre. La question se pose alors de qui possède le corps, l'interface informatique, l'État ou nous. Le futur que nous montre le genre ancre le corps dans une démarche financière. Militarisation de l'homme, prostitution, expérimentation. On instrumentalise le corps, comme avec Molly Million dans Neuromancien qui gagnait de l'argent en disposant son corps pour faire les fins de mois. Elle prenait une drogue qui la plongeait dans l'inconscience pendant un temps donné, permettant à des clients de pouvoir avoir des rapports sexuels avec elle, sans qu'elle s'en rende compte, à part le fait que, parfois, elle se réveillait avec des bleus sur les bras ou des courbatures. Le cyberpunk met en avant des gens reclus de la société, qui placent le protagoniste dans le rôle de faire ou non le choix de la désincarnation ou de la chair. Souvent, ce choix n'est d'ailleurs qu'illusion, car les pouvoirs en place ont la plupart du temps la maîtrise des corps et de ce que deviennent les individus. Ce qui entraîne, comme on l'a vu avec Molly Million,
une marchandisation de l'humain à l'extrême. C'est pourquoi le corps au sens social et fictif de l'anticipation de SF, et non du corps comme critique de l'humain d'aujourd'hui, est-il vraiment une si bonne idée? Le corps du futur doit-il prévaloir l'avatar de notre esprit dans le cyberespace? Est-ce que, pour reprendre Olivier Simioni, résister à la malléabilité infinie du corps, voire à la désincarnation, se réapproprier les nouvelles technologies, c'est résister aussi à une certaine forme d'idéologie qui font de nous des pantins au service d'une économie sans contrôle. C'est fini? C'est une fin de tournage! C'est une fin de tournage! C'est fini! Cette vidéo était très dure à faire. Mais elle était bien. Ça, c'est peu dire. N'oubliez pas d'acheter un t-shirt.